Marc, vous n'êtes pas arrivé comme ça sur l'eau du jour au lendemain. Je suppose qu'il y a eu d'autres sujets qui ont précédé. Vous avez fait quelles études, par exemple? J'ai fait des études d'agronome parce que je voulais travailler dans la nature. C'était mon projet initial ou avec la nature. Et puis, je me suis assez rapidement intéressé à ce qui forme la croûte superficielle du globe terrestre, c'est-à-dire le sol, qui est quand même le lieu où se fait l'agriculture, où se font toutes nos activités. Ça m'a assez rapidement passionné et en me spécialisant là-dedans, j'ai vu qu'il y avait tellement de choses encore à apprendre. Et puis, un chercheur est toujours un étudiant un petit peu attardé, même si après, on apprend et on essaye de... Mais par contre, on essaie de partager après. Et bon, ce que je vais essayer de faire un petit peu aujourd'hui, c'était à Montpellier. C'était à Montpellier, donc déjà à Montpellier. Oui, déjà à Montpellier. Qu'est-ce qui se passe à Montpellier? Parce qu'on a eu tout à l'heure un premier débat avec un intervenant qui lui aussi travaillait à Montpellier. Il se passe quelque chose de particulier à Montpellier Oui, parce que je pense qu'il s'est monté un gros centre de recherche agronomique. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième en Europe. Un autre gros centre de recherche agronomique se trouve à Wageningen, aux Pays-Bas. Alors les deux se battent, je ne sais pas quel est le premier en termes de nombre de chercheurs qui s'y trouvent, mais en tout cas à Montpellier, il y a une concentration de chercheurs, ce qui permet beaucoup d'interdisciplinarité. Je fais partie de ce qu'on appelle une unité mixte de recherche qui rassemble... Encore un nouveau logo. Alors ça c'est un peu plus compliqué, c'est l'organisation de la recherche française actuelle qui fait que de plus en plus les instituts se rassemblent, c'est-à-dire font des laboratoires communs avec des chercheurs qui travaillent sur les mêmes thèmes. Et j'ai des collègues qui travaillent de manière régulière à l'étranger et on a essayé, notamment sur le thème de qualité des eaux, et on verra plus tard plus particulièrement des pesticides, on essaye de développer des programmes à l'étranger, d'autant que dans les pays en voie de développement, cette problématique n'est pas encore très apparue, même si elle existe. Et puis la qualité de l'eau, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui peut donc nous faire un petit peu peur. Et ça fait très longtemps qu'on est préoccupé par la qualité de l'eau, à tel point que l'Europe s'en est émue il y a déjà maintenant 15 ans en mettant en place une directive cadre demandant à l'ensemble des États au plan européen d'améliorer le bon état des eaux dans chacun des pays. Donc c'est une obligation pour les pays de se préoccuper de la qualité de l'eau. Ils le font de manière... Ils le font dans la mesure où ils ont commencé d'abord par faire l'état des lieux. Et on sait actuellement que près de la moitié des masses d'eau en France est dégradée. Alors elle n'est pas dégradée que pour des raisons d'origine agricole, elle est dégradée pour beaucoup de raisons d'origine industrielle, d'origine urbaine, parce que tout le monde contribue influe sur cette qualité d'eau. Et maintenant, l'enjeu qui avait été donné à l'époque par cette directive cadre européenne, c'était de reconquérir un bon état de l'eau pour 2015. Ça demande du budget. C'est-à-dire aujourd'hui. Ça demande du budget. Ça demande du budget, ça demande de changer beaucoup de pratiques. Et en fait, on s'aperçoit que l'objectif 2015 ne sera pas réalisé, bien qu'il y ait des améliorations. Alors, si on regarde ces graphiques-là, qui sont des graphiques tout à fait officiels, tirés de statistiques officielles, on peut voir l'évolution de la production agricole de 1960 à 2000, donc sur 40 ans, où on voit par exemple que la production de céréales a été multipliée par plus de 2. Dans le même temps, la population mondiale a été multipliée par 2, et donc on voit que l'agriculture a répondu à la demande alimentaire, a plus que répondu, et elle y a notamment répondu, non pas en augmentant les surfaces cultivées, puisqu'en fait pendant le même temps, les surfaces cultivées ont augmenté à peu près de 10% au plan mondial, mais l'agriculture y a répondu en intensifiant son mode de production, sa façon de produire de la nourriture, en intensifiant ce mode de production et en utilisant de plus en plus ce qu'on appelle des intrants, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur de la parcelle agricole, de l'exploitation agricole. Alors que, notamment avant la Deuxième Guerre mondiale, et traditionnellement, l'agriculteur n'utilisait que sa force. Il utilisait des engrais, mais en fait, des engrais, c'était le fumier qu'il produisait lui-même sur la ferme. Voilà, il utilisait les moyens qu'il avait localement. Et à partir essentiellement de la Seconde Guerre mondiale, on a commencé, grâce à l'industrie chimique, aux industries chimiques, on a commencé à produire des engrais en grande masse qui ont pu être... C'est quoi la date de l'arrivée des premiers engrais? C'est fin du 19e siècle, au moment où le procédé chimique dit de Haber-Bosch a été fait, qui permettait de produire des engrais azotés à partir de l'azote de l'air. Et puis, dans la
première moitié du XXe siècle, on a eu des industries chimiques qui produisaient des produits organiques, et notamment des pesticides. Et on voit là que pour multiplier par 2,4 la production, pendant cette période-là, on a multiplié par 8 la quantité d'azote qui est mise sur les parcelles, par 3 la quantité de phosphore, qui est un autre engrais important. On a aussi augmenté la quantité d'eau par de l'irrigation. Bien sûr. Et puis, peut-être le plus marquant en termes de produits nouveaux qui est entré, Par 12. ce sont les pesticides par 12. Vous avez ici la distribution des ventes en pesticides au plan mondial, distribuées suivant les continents. Et vous voyez en fin de compte qu'à part l'Afrique, c'est très très bien réparti. On a à peu près 20%, 25% pour l'ensemble des différents continents. Alors le cas de l'Afrique est particulier parce qu'il y a une agriculture moins intensive pour l'instant, mais je reviens de Tunisie et je constate que malheureusement ou heureusement, on pourra en discuter, il y a une augmentation de l'utilisation des pesticides forte qui est en cours. Donc l'agriculture, et notamment s'il y a une augmentation de population en Afrique, il va falloir qu'elle s'intensifie, ou elle s'intensifiera elle-même pour répondre à cette demande. Et cette intensification a déjà été faite dans les autres continents. Alors bien sûr, Amérique du Nord, Europe utilise beaucoup plus de pesticides par habitant que les autres continents comme l'Asie ou l'Amérique latine, parce que, notamment par rapport à l'Asie, parce que vous voyez, l'Asie utilise 26% des pesticides au plan mondial, mais sa population est bien plus grande que l'Europe qui en utilise autant. Mais quand même, c'est totalement généralisé. L'utilisation de ces produits est complètement généralisée. Et le premier consommateur en Europe de produits phytosanitaires, c'est les barres tout au bout, à gauche du graphique, qui nous disent combien d'herbicides, d'insecticides, de fongicides ou d'autres pesticides sont utilisés. Et puis, les autres pays européens consomment moins. Alors là, il faut vraiment se garder d'une interprétation directe de ces chiffres, parce qu'en fait, ça ne signifie pas que la France serait moins vertueuse que d'autres pays en termes de consommation. C'est simplement parce que la France a la plus grande surface agricole d'Europe. Donc, il est normal qu'elle utilise plus de pesticides. Et si on rapporte en fait l'utilisation des pesticides par hectare cultivé, la France se retrouve au 7e plan européen. Et même là, il faut se garder aussi des classifications, parce qu'on sait que la consommation de pesticides, encore une fois, le premier critère de différenciation entre les pays en termes de consommation de pesticides, c'est encore une fois pas nécessairement la vertu ou les mauvaises pratiques, c'est le fait que c'est les différences de production qui sont faites suivant les pays. Les pays méditerranéens, traditionnellement, utilisent plus de pesticides que les pays nordiques en Europe, parce qu'ils ont des types de production qui utilisent plus de pesticides, notamment les productions arboricoles ou viticoles. Un blé va subir 3-4 traitements dans l'année, alors qu'une vigne va subir 15 traitements dans l'année. Des pommiers, jusqu'à 30 traitements dans l'année. Et donc, les pays qui ont en proportion de surface, beaucoup plus de vignes ou d'arboriculture vont naturellement utiliser. Donc, juger la vertu des pays en fonction de la production demande de regarder de manière beaucoup plus finement les pratiques dans ces pays-là. Qu'est-ce qui fait qu'on décide que des eaux sont polluées par les pesticides ? Alors, une des règles qui a été très rapidement établie au plan de l'Union européenne, c'est celle pour l'eau potable dès les années 70 et qui a fixé à un seuil de 0,1 microgramme par litre pour chaque pesticide dans l'eau pour qu'elle puisse être potable. Donc on ne peut pas boire d'eau, en tout cas on n'a pas le droit de délivrer de l'eau et de vendre de l'eau potable si elle a une concentration de 0,1 microgramme par litre. Alors ce seuil-là n'est pas un seuil toxicologique ni un seuil écotoxicologique. Donc il n'a pas été défini en fonction de l'impact que ça peut avoir sur la santé humaine. Simplement, à l'époque, on ne savait pas mesurer des concentrations en dessous de 0,1 microgramme par litre. D'accord, c'est un simple problème technique. C'était simplement un problème technique. Et le législateur a simplement considéré qu'il y avait danger à partir du moment où on retrouvait un pesticide dans l'eau. Et donc, il ne voulait pas que le consommateur d'eau potable subisse ce danger, tout simplement.
Là, vous avez une carte qui est retirée des statistiques officielles au plan européen, qui vous dit pour un ensemble de molécules qui sont utilisées, quel est le niveau de contamination de différents pays. Donc les barres, la hauteur des barres est proportionnelle à la contamination des eaux dans ces pays. Eh bien, vous voyez que sur l'ensemble des pays, on a des problèmes de contamination. Donc on n'est pas dans une situation comment dire, particulière dans certaines régions européennes, on a sur l'ensemble de l'Europe. Et c'est logique, puisqu'il y a utilisation de ces pesticides partout. Les mêmes. Et donc là, on a un peu la démonstration de... on en a épandu un petit peu partout, et à forte quand même, avec des grandes quantités, et on se retrouve avec des problèmes de contamination sur l'ensemble de ces pays européens. Si on regarde maintenant sur la France, voilà, tous les 2-3 ans sont publiés une synthèse de la contamination des eaux de surface. C'est les Auvergnats les plus chanceux, on est d'accord. Oui. Alors, il faut faire attention à ce type de carte parce que, en fait, le réseau d'observation n'est pas toujours le même dans toutes les régions en France. Donc, il ne faut pas trop vouloir lui en faire dire. Ça nous donne une image générale de la France et il ne faut pas trop interpréter région par région. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Les points les plus rouges sont les points où la contamination est forte. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de points rouges sur l'ensemble de la France. Donc, on est dans une contamination généralisée des eaux de surface. À tel point qu'on détecte des pesticides sur 92% des points d'observation en France. Donc on peut dire que 92% des eaux de surface en France, en moyenne, ont vu un pesticide à un moment au moins dans l'année. Et on est à peu près à 69% de ces eaux-là qui sont contaminées au-dessus de 0,1 microgramme par litre. Rouge, c'est au-dessus de 0,1. Non, c'est même rouge, c'est encore plus. Hein. C'est encore plus. C'est encore plus. C'est même c'est le jaune. D'accord. Où on est donc on est quand même à 69% et il n'y a que donc 31% qui sont en dessous de 0,1 microgramme par litre en moyenne durant l'année. Donc on a quand même là aussi encore une démonstration qu'on a une contamination généralisée. Est-ce que, en fin de compte, si on a contamination, est-ce que c'est parce que l'agriculteur ne suit pas le mode d'emploi et donc il est en défaut, ou est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Et la première chose qui a été dite, et notamment du côté des industriels, qui quand même essayent de donner des modes d'emploi les plus prudents, plutôt qu'ils prétendent, c'était de dire qu'il fallait régler les mauvaises utilisations de pesticides qui étaient en majeure partie responsables. C'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Alors ça, c'est un débat qui s'installe depuis assez longtemps. Je pense qu'actuellement, on a à peu près les idées claires de ce point de vue-là. Et pour illustrer un petit peu ça, il faut peut-être qu'on revienne sur les processus qui amènent les pesticides depuis le lieu d'application, voilà, vers la ressource en eau. Alors tout démarre ici, au moment où l'agriculteur pulvérise, souvent il pulvérise, hein, ce n'est pas que ce mode d'apport à la parcelle, où l'agriculteur pulvérise ses pesticides, il sait dans un verger, il pulvérise ses pesticides, je ne sais pas de quel pesticide il s'agit, sans doute d'un insecticide ou d'un fongicide, il le pulvérise sur ses arbres. Alors je m'excuse de présenter un schéma un petit peu compliqué, mais c'est le plus compliqué de toute la série. C'est le plus compliqué, ça sera le dernier, ça sera le premier et le dernier. Mais je l'ai volontairement laissé compliqué comme ça, dans la mesure où ça exprime la complexité de la trajectoire du pesticide une fois qu'il est mis dans l'environnement. Toutes les flèches rouges représentent la trajectoire vers l'atmosphère. Voilà. Elle est très diverse. Cette trajectoire se fait au moment où l'agriculteur pulvérise. Il peut y avoir plus de 30% de ce qu'il pulvérise qui ne va pas sur l'arbre, qui ne va pas sur le sol, qui va directement dans l'atmosphère. Et puis, ça peut partir avec les particules, et puis ça ne reste pas seulement sur l'atmosphère. Ça peut se redéposer sur le sol par la suite, et notamment se redéposer dans l'eau, dans les rivières, dans les lacs, etc. C'est donc aussi une source de contamination via la voie aérienne de l'eau. Et puis, le pesticide, si c'est des fongicides ou des insecticides, la plupart du temps, on essaie de les épandre sur les feuilles, puisque c'est là-dessus que la plupart des insectes, des champignons se développent. Ou alors, si c'est des herbicides, il est épandu directement sur le sol. Mais dans tous les cas,
il va arriver au sol à un moment ou à un autre, et sur le sol, par l'action de la pluie, il va être entraîné soit par ruissellement à la surface du sol, directement, soit il va s'écouler dans le sol et rejoindre les nappes. Les nappes elles-mêmes, après, peuvent alimenter les cours d'eau. Et donc, on a un circuit très compliqué du transfert de ces pesticides qui fait que quand on constate à la sortie une contamination d'une rivière, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Oui. Et donc, on est en mal un petit peu de trouver la cause et donc de pouvoir agir sur la cause. Vous avez là, sur la gauche, ce que beaucoup de gens ne regardent pas, hein, parce que c'est sous nos pieds, un profil de sol, c'est-à-dire une coupe de sol sur 1 mètre de profondeur. Le sol, c'est fait de particules minérales qui sont c'est en fait de la roche souvent qui a été altérée, avec de la matière organique, avec de la faune, de la biologie. Donc c'est un mélange entre vie biologique et matière minérale. Et c'est ça qui fait la richesse de ce sol et qui permet aux plantes et à la vie de croître sur ce support-là. Alors quand on épand un pesticide, une molécule sur ce sol-là, il va progressivement migrer, rester à la surface du sol. Il va d'abord se fixer, la plupart du temps, sur les particules de sol, parce qu'il peut y avoir des réactions chimiques et des liaisons chimiques avec ces particules, et donc il va se stocker sur ce sol. Donc ça veut dire que quand on épand un pesticide, il ne va pas partir tout de suite vers l'eau. Il va d'abord rester dans le sol un certain temps, et puis progressivement, avec la pluie qui passe, il va se lessiver. C'est un petit peu comme quand vous faites la vaisselle avec une éponge. L'éponge, c'est le sol, vous mettez un produit vaisselle sur l'éponge, et bien après, pour nettoyer l'éponge, il faut l'essorer plusieurs fois, faire passer de l'eau plusieurs fois sur l'éponge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide vaisselle sur cette éponge. Et bien, ça se passe de la même façon. Donc ça veut dire que si un jour donné, on épand de la molécule, elle va se stocker, et puis pendant plusieurs mois après, les pluies vont progressivement entraîner ce pesticide qu'on a stocké. Alors on a une chance quand même avec les molécules organiques, les pesticides de synthèse. On a une petite chance, c'est qu'elles peuvent être dégradées, la plupart par les micro-organismes du sol. En tout cas, les molécules qui sont utilisées actuellement, elles peuvent être dégradées. Et donc les micro-organismes du sol, ou les réactions chimiques qui se font dans le sol, elles vont manger le pesticide, parfois le découper en des molécules plus petites, qu'on appelle des molécules filles, ou dans le terme technique, on appelle ça des métabolites. Et puis finalement, elles vont être tellement découpées qu'elles vont se transformer en molécules de carbone, d'azote, de phosphore, c'est-à-dire tous les éléments qui les constituent au départ. Et donc elles disparaissent. Donc la question un petit peu derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour agir ensuite et pour protéger la qualité des ressources en eau. Alors il y a quand même beaucoup d'actions qui sont possibles. La première, c'est de supprimer les molécules qui ont vraiment des impacts environnementaux trop forts. Parce que pour l'instant, on n'a pas discuté des impacts sur l'environnement. On a juste constaté que les molécules contaminaient et qu'il y avait ces molécules-là dans l'environnement. Maintenant, à la limite, ces molécules-là, si elles n'avaient pas d'impact ni sur la santé humaine, ni sur la vie biologique, peu importe qu'elles soient dans l'environnement. On pourrait dire ça. Sauf que, bien évidemment, elles ont un impact dans la mesure où elles sont faites pour détruire, par exemple, des mauvaises herbes, des insectes, et donc elles ont nécessairement un impact biologique. Donc, est-ce que les fabricants eux-mêmes prennent conscience et oui. Suppriment régulièrement oui. des molécules? Oui, je vais y venir pour donner un petit peu les chiffres de ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut améliorer les techniques d'épandage. J'en ai parlé là pour les mauvaises herbes, pour éviter qu'on se retrouve à diffuser 30%, 50% de ce qu'on apporte à la parcelle. Voire 90, on a vu. Oui, qui partent directement dans l'air. Donc là, on n'arrête pas d'utiliser des pesticides, mais on les utilise mieux. On peut aussi, après, agir un petit peu sur les pratiques culturales pour éviter que les pesticides sortent du sol, sortent de la parcelle. Et donc laisser le temps aux pesticides de se dégrader sous l'effet des micro-organismes ou des réactions chimiques qui sont dans le sol. Puis après, s'il en sort encore de la parcelle, on peut mettre des filtres, et on va en voir quelques-uns. Et enfin, dernière solution, mais qui est importante, et j'y reviendrai, c'est de réduire l'usage de ces pesticides de manière générale et d'essayer de faire en sorte que nos systèmes agricoles soient moins dépendants de l'usage de ces molécules.
on peut essayer de filtrer par ce qu'on appelle des zones tampons à l'extérieur de la parcelle. Vous avez un exemple ici, toujours en zone viticole, mais c'est dans le Beaujolais, et où on a implanté des bandes d'herbes au bas des parcelles. Donc l'eau de ruissellement qui sort des parcelles, qui est assez chargée en pesticides, elle va sur ces bandes enherbées. Généralement, ces bandes enherbées, elles font infiltrer l'eau, et le pesticide reste sur le sol de cette bande enherbée, de cette zone enherbée, où il peut à nouveau, on lui permet de se dégrader. C'est reconnu comme une bonne technique, à tel point d'ailleurs maintenant que dans le cadre de la politique agricole commune, les aides sont données aux agriculteurs à condition qu'ils mettent en place ce type de bandes enherbées en bas de leurs parcelles, notamment quand ces bandes sont surtout à proximité des cours d'eau. Donc c'est quelque chose qui est favorisé actuellement. Et les expérimentations montrent que dans certaines conditions, les plus favorables, on peut supprimer quasiment 95% des pesticides qui arrivent, et donc il n'y a plus que 5% de ceux qui arrivent qui sont transmis au cours d'eau. Donc ça a des effets assez forts. Et à la suite du Grenelle de l'environnement, a été mis en place par les ministères le plan Ecophyto, qui avait l'objectif de mettre opérationnellement en œuvre cette diminution de 50%. Alors il a été mis en place une première fois en 2008, et on a malheureusement constaté, avec un bilan qui a été fait, je crois, l'année dernière, qu'il n'y a pas eu diminution d'utilisation des pesticides, et que la perspective de diminuer à 50% en 2018 était sans doute beaucoup trop optimiste. Alors il y a deux raisons majeures qui sont mises en avant par ceux qui ont analysé ce plan, qui sont que d'une part, on n'a pas totalement les solutions techniques pour le faire, et donc il faut travailler, et notamment en termes de recherche. Et deuxièmement, que tout le système économique, social de l'agriculture a une certaine inertie, qui est normale, et qu'on avait sous-estimé cette inertie, et qu'il faudrait plus d'efforts pour y arriver. D'où la proposition actuelle d'un nouveau plan, qui s'appelle Ecophyto 2, voilà, qui reprend cet objectif de diminution de 50%, mais en deux étapes. Une étape à 2020, avec une diminution à 25%, et une étape à 2025, avec une diminution à 50% cette fois-ci, en sachant toutefois que la diminution à 50% va être ardue. Parce que autant diminuer de 25%, il y a les solutions dont j'ai parlé, on a des solutions, il faut surtout les généraliser, créer les conditions pour qu'elles se généralisent. Par contre, passer à des diminutions de 50% à l'horizon 2025, il va falloir changer des choses très fortes. Par exemple, pour donner quelque chose qui ne se change pas du jour au lendemain, c'est utiliser certaines variétés résistantes, que ce soit à des maladies, que ce soit en viticulture ou en arboriculture. On ne change pas les ceps de vigne comme ça du jour au lendemain, et on n'implante pas des variétés nouvelles du jour au lendemain. Actuellement, une vigne, c'est 30 ans, 40 ans, avant de renouveler ça, pour ne donner qu'un seul exemple. Bon, la question, en fin de compte, c'est celle de la compatibilité agriculture et qualité de l'eau. La réponse est sans doute oui, mais avec des gros efforts à faire sur tous les plans, et à mettre aussi l'agriculture dans des conditions économiques qui lui permettent d'éviter la dépendance totale aux produits phytosanitaires.